L'heure est à l'actualité, messieurs, dames, voici le grand titre. Après 61 ans, le cercueil de Patrice Emery Lumumba était à Kinshasa ce mercredi 22 juin pour une escale technique. Après changement d'appareil, la dépouille, la délégation gouvernementale et la famille se sont envolés pour la province de Sankourou dans l'aéroport. Le cortège a parcouru 25 km pour se rendre à Onaloa, lieu de sa naissance. Réunion de présidents des assemblées nationales de l'Afrique par visioconférence, Christophe Mbosso-Kodia dénonce le parrainage du groupe terroriste M23 par certains pays africains. Il cite le Rwanda et l'Ouganda. Mesdames et messieurs, bienvenue. Parti de Bruxelles depuis le mardi soir, le cercueil de Patrice Emery Lumumba est déjà en RDC, précisément dans la province de Sankourou où le cortège devra parcourir 25 km pour se rendre à Onaloa, lieu de sa naissance, où sont prévus 2 jours d'hommage. Ceci marque le début d'un périple de 9 jours dans le pays qui s'effectuera par étapes dans le site emblématique de la vie de Lumumba, qui s'achèvera le 30 juin dans la capitale où, après un deuil national de 3 jours, un mausolée accueillera une cérémonie d'inhumation. À Bruxelles, sa famille biologique avait organisé une veillée mortuaire à l'ambassade de la République démocratique du Congo, signalant que des hommages lui ont été rendus dans la salle de cérémonie de la représentation congolaise en Belgique, qui porte désormais le nom de l'ancien Premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba. Suivez la réaction du chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde. Excellence, Monsieur le Premier ministre de notre pays, héros national de la République démocratique du Congo, l'heure est arrivée de vous conduire à la place désormais dédiée à votre illustre nom. En cette terre où vous veniez dans les années 1950, réclamer l'indépendance de votre pays, de notre pays, que vous avez finalement obtenu avec vos compères le 30 juin 1960. C'est dans ce même pays, la Belgique, que votre nom revivra à jamais dans la mémoire collective au travers de la place baptisée dorénavant place Patrice Emery Lumumba, ici à Bruxelles. Dans le même registre, John Kazadi, communicateur de la génération Fachi Asbel, estime qu'à travers le retour de reliques de Patrice Emery Lumumba en RDC, le pays vient de retrouver son charisme sur le chiquier international. La génération Fachi dit Fachi, béton, 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 pic rouge, parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu ici pour remettre la RDC sur le bon chemin. Le chemin sur lequel on s'était écarté pendant plusieurs décennies. Là, on est en train de revenir. 3 ans seulement de pouvoir et voilà des grandes choses qui sont en train de se faire. La RDC est en train de reprendre son charisme. Vous savez, nous sommes des Bantous, nous sommes des Noirs. Hein. La dépouille d'un être cher, ça coûte cher, si je peux me répéter. Donc, maintenant que la dépouille de notre tout premier Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, fait le comeback en RDC, nous sommes convaincus, nous croyons que c'est le charisme de la RDC, c'est le pouvoir de la RDC qui nous revient. Vous savez, le pouvoir a des conséquences. Hein. Le pouvoir, c'est le rayonnement. À partir de ça, vous comprendrez que toutes les autres choses vont commencer à se décanter hein, d'elles-mêmes. Donc, la génération Fachi dit au président de la République, merci beaucoup et félicitations, bon vent. Avec ça, nous sommes rassurés que fin 2023, plus un autre mandat, la RDC sera réellement l'Allemagne en Afrique.
Autre nouvelle, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodi, a dénoncé lors de la réunion tenue le mardi 21 juin dernier à Kinshasa par visioconférence avec deux présidents des assemblées nationales de l'Afrique la complicité et l'implication de l'Ouganda de la chute de la cité de Bunagana contrôlée par les forces rwandaises sous le label du groupe rebelle communément appelé M23. Suivez. C'était au cours de la réunion tenue mardi 21 juin dernier par vidéoconférence que le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a dénoncé l'implication de l'Ouganda dans la prise de Bunagana par le Rwanda sous le label du M23. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a demandé à ses pairs de plaider auprès de leurs chefs d'État et du gouvernement pour que le Rwanda soit condamné sans équivoque. Rappelons que l'Assemblée nationale avait rejeté la ratification de l'accord économique conclu avec l'Ouganda pour son implication dans la prise de Bunagana. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a affirmé lors d'une émission dénommée Appel Actu sur la radio France Internationale que le soldat rwandais retrouvé sur le sol congolais sans le preuve irréfutable attestant le soutien du Rwanda au groupe rebelle terroriste M23. Des soldats rwandais, tout le monde a vu les deux militaires de forces spéciales rwandaises qui ont été arrêtés en République démocratique du Congo. Vous les avez vus avec leur tenue ainsi que leurs munitions. Et puisqu'il existe un mécanisme conjoint de vérification, à travers ces mécanismes, ces militaires ont toute liberté interrogés. Ils ont dit qu'ils étaient en opération spéciale en République démocratique du Congo. Ils devaient attaquer le camp militaire de Rumangabo. Ils ont été défaits dans leur tentative par nos forces armées et ils se sont perdus 25 km loin de la frontière. Et vous avez vu que le Rwanda a dans un communiqué reconnu que c'était ces militaires. Et le président Tshisekedi, après avoir rencontré le président Lorenzo de l'Angola, oui, a pris la décision de rendre ces militaires, bien au-delà de ce qui est apparu comme nez sur le visage, parce que c'est imparable. Vous savez tous que nous ne sommes pas belliqueux pour traverser la frontière et aller prendre les militaires rwandais, mais il existe aujourd'hui des images, des drones, et je souhaiterais vivement que la MONUSCO sorte de son silence et de son administration pour qu'elle soit en mesure de dire comment, et cela sera en mémoire aussi de 8 casques bleus qui ont été tués parce que leur hélicoptère a été bombardé par la M23. Évoquons à présent la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le député national Délicé Sanga qualifie l'accord de Nairobi de non-résultat probant. D'après cet élu de Luisa au Kasaï central, la paix ne s'achète pas. Le Congo risquerait de devenir un État client. Par contre, la paix d'un État se construit et se défend. Enfin, l'élite de Luisa, au Kasaï central, est sorti de son silence au sujet de l'insécurité persistante dans l'est de la RDC. Pour le député Délicé Sanga, l'accord de Nairobi a des résultats non probants et ne répond nullement aux attentes de la population congolaise. Car la paix dans un État ne s'achète pas, mais elle se construit et se défend. Au sujet de la force régionale militaire, qui sera déployé dans l'est du pays pour combattre les groupes de forces irrégulières. Le président du parti en vol s'interroge notamment sur l'identité de celui qui va financer les opérations de cette force dite régionale. Pour le lit de Luisa, on ne fera jamais l'économie de la guerre sans une réforme profonde et sérieuse de nos forces armées. En outre, il a notamment appelé les gouvernements à révéler clairement aux Congolais tous les contours des engagements qu'il a pris dans le cadre de cette force régionale militaire. À titre de rappel, il y a lieu de signaler que c'est à l'issue du 3e conclave de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC que l'option a été levée de déployer une force régionale militaire dans l'Est de la RDC pour traquer les groupes armés dont le M23 fait partie. Selon la présidence de la République démocratique du Congo, les troupes rwandaises ne feront pas partie de cette force. Pour Kinshasa, c'est Kigali qui est derrière les terroristes du M23.
Allons en province du Nord Kivu, précisément au territoire de Béni, où au moins 7 personnes ont trouvé la mort dans 2 nouvelles attaques aux rebelles perpétrées dans la soirée du mardi 21 juin dernier, selon Roger Massimengo, rapporteur de la société civile locale. Ces assaillants ont attaqué plusieurs villages, notamment Manangabo, Massengue et Makisabo. Encore une fois de plus, Jonathan Chibambé pour les détails. Encore un coup dur dans la province du Nord Kivu, où 7 personnes sont mortes dans des nouvelles attaques rebelles. Dans la soirée du mardi 21 juin dernier, précisément dans les territoires de Béni. D'après ce qui renseignent les sources proches, la première attaque a eu lieu dans la localité de Kilia, sur l'axe routier Béni-Kassindi, en secteur de Rwenzori, où les assaillants ont attaqué plusieurs villages, notamment Mangomba, Massengue et Makisabo, affirme le chef de la dite localité. À savoir notamment que depuis la matinée du mardi 21 juillet dernier, l'ennemi était visible et a surpris le cultivateur dans les champs situés dans les villages Massengue et Mangoma et environ. Selon Roger Missimango, rapporteur de la société civile, les bilans provisoires est de 4 morts et 3 véhicules incendiés. Signalons que la deuxième attaque a eu lieu dans la commune de Doisha, chef-lieu du territoire de Béni, dans la même soirée. Notons que ces attaques sont à la base de la perturbation des activités dans les agglomérations attaquées, mais aussi les déplacements massifs des habitants révèlent d'autres sources concordantes. Parlons du déploiement de la force régionale à l'est de la RDC. Maître Gérard Ledi Moukoko soutient la résolution de la 3e conclave de chefs d'État pays membres de la communauté économique de l'Afrique de l'Est tenue en Nairobi. D'après lui, ces résolutions permettront de mettre fin au massacre à l'est de la RDC. Être pessimiste quand la communauté internationale ou la communauté africaine sous-régionale vient à notre secours. Et c'est dans le cadre de la diplomatie, parce qu'un État ne peut pas évoluer en vase clos. Nous avons toujours besoin des frères qui peuvent nous venir en aide pour mettre fin à la guerre de l'Est. Nous encourageons donc les chefs de l'État dans ces efforts ici et dans tous ces efforts-là pour recouvrer la paix. Et parce que beaucoup de gens pensent que c'est facile de faire la guerre, parce qu'il ne suffit pas de déclarer la guerre, mais la guerre implique beaucoup de choses et implique beaucoup de moyens. Oui, nous demandons à la population de garder son calme, de faire confiance au chef de l'État. Il a déjà prouvé plus d'une fois qu'il est avec la population. Il est en train de se mouiller pour trouver la solution et faire revenir la paix à l'Est. Parlons des accords signés entre le Rwanda et la République du Congo-Brazzaville. Georges Kissadi, communicateur de la formation politique Alliance de Congolais progressistes ACP en sigle, regrette la manière dans laquelle le président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, est en train de poignarder le peuple congolais en travaillant de mèche avec la communauté internationale. En tant que progressiste, le président de la République doit aller de l'avant. En tant que progressiste, nous, le peuple, on doit être derrière le président de la République. Ça me fait mal. Aujourd'hui, si le Congo-Brazzaville doit mettre une poignard à la RDC, le président Sassou ne doit pas oublier. Avant qu'il soit le président, moi qu'il combattait pour qu'il puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Et la République démocratique du Congo a accueilli plusieurs Brazzavillois. Et aujourd'hui, on dit que non, nous sommes les enfants d'une même père, d'une même mère. Et aujourd'hui, si le président Sassou oublie, aujourd'hui, il a vendu plus de 27 000 hectares. Vous vendez 27 000 hectares aux Rwandais. Entre-temps, le Rwandais n'aime pas les Congolais. Les Congolais de Kinshasa aiment les Congolais de Brazzaville. C'est que le Congo subit aujourd'hui. Il n'y a personne qui doit être fier de ce que notre grand-père, président Sassou Nguesso, même l'image de Lumumba ne sera pas au courant de ça. C'est que les Congolais veulent, et c'est que nous les progressistes, nous aimons, c'est d'aller de l'avant, donner le président de la République ce qu'il veut, qu'il puisse nous amener très loin, qu'il puisse donner ce que le président a passé dans le pouvoir, ne pas donner le peuple congolais. Et nous remercions beaucoup ce que Fatil est en train de faire. Je sais qu'il y aura un apport.
il y aura quelque chose qui va se passer. Le coordonnateur de l'Alliance de paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable, section Makala, continue sa ronde dans sa juridiction. Question de sensibiliser la base sur le bien fondé du parti politique en perspective des échéances électorales de 2023. Jean-Pierre Ilunga a déjà visité 7 quartiers sur les 18 qui comptent la commune de Makala. Les détails dans ses reportages. Dans les soucis de joindre l'utile à l'agréable, que Jean-Pierre Ilunga, président sectionnaire de l'Alliance des paysans, des ouvriers de la classe moyenne pour le développement durable Makala, continue son périple de sensibilisation de la population de Makala sur l'unité et le bien-être des Makalois. C'est dans le quartier Malala qu'a débuté cette tournée où un bain de foule est venu écouter l'un des fils maison de la commune de Makala. Après Malala, Jean-Pierre Ilunga a communié avec les habitants du quartier Bagata avant de s'enquérir de la situation sécuritaire et sociale de la population résidant dans le quartier Mabouloudé où sévit le phénomène Koulouna et la tracasserie policière. Pour faire face aux mauvaises conditions sociales, notamment dans les secteurs de l'énergie, dans les quartiers Mikasi, les sectionnaires de la POSEM et Makala a prêché l'unité pour lutter contre les phénomènes de l'estage. Au quartier Tampa et Kisantu, le fils maison de la commune de Makala a été accueilli par le chant et ovationné par ses peurs. C'est ce qui a caractérisé sa descente dans ces coins de cette municipalité. Jean-Pierre Ilunga a expliqué le pourquoi des Aposem au papa, maman et jeunes à Kisantu venir l'écouter. Tour à tour, l'assistance a procédé à une série de questions à leurs visiteurs pour éclairer leur lanterne. Tout est bien qui finit bien. Le président sectionnaire de la POSEM Makala a déjà visité au total 7 quartiers sur les 18 qui composent cette commune, tout en restant sur les traces de Edmond Etina, autorité morale de l'Alliance des paysans, des ouvriers de la classe moyenne pour le développement durable. La santé est primordiale. Pour vous maintenir en bonne santé, il faut que vous soyez informé. Le groupe sanguin A, B, O et AB sont de classification reposant sur la présence ou l'absence de substances antigéniques héritées à la surface des globules rouges. Par contre, le groupe électrophorèse AA, AS, SS détermine si vous êtes drépanocytaire ou porteur de gène S de la drépanocytose. Pour apporter un éclaircissement quant à C, le drépanologue Steve Kodondi explique au micro de Jovine Binga. La drépanocytose, il faudrait d'abord comprendre le concept. C'est une maladie qui est héréditaire. Héréditaire, donc c'est-à-dire qu'elle se transmet des parents aux enfants. Et génétique, pourquoi? Parce qu'elle concerne le gène. C'est une maladie qui est génétique. En génétique, on ne peut pas... il faut traiter le problème au niveau de la source. On fait la prévention juste en invitant les fiancés, les amoureux, d'éviter les mariages entre AS, le sujet AS et AS. Donc là, quand on a un couple qui est AS-AS, on voit qu'il y a 25% de chances d'avoir des enfants drépanocytaires. Donc il faudrait faire l'électrophorèse d'hémoglobine pour connaître son statut. Soit on est AA, soit on est AS, soit on est SS. Et de là, voir comment se diriger et comment faire son choix de conjoint. Je ne peux que donner un message d'espoir à tous les drépanocytaires, de comprendre leur situation et de la prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se limiter. Il ne faudrait pas se limiter et penser qu'on ne peut rien faire. Un drépanocytaire peut tout faire. Parlant de la réforme de la police nationale congolaise, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, a lancé depuis le mardi 21 juin dernier à Kinshasa la 3e phase du programme d'appui à la réforme de la police nationale congolaise dans la salle Virunga de l'immeuble en charge du territorial. Plus de détails dans ses commentaires de Keren Messou. Cette 3e phase du programme d'appui à la réforme de la police lancée par les patrons de la territoriale Daniel Asselo Kito est l'une des priorités de l'action gouvernementale. Honorable Président, distingués invités, toujours dans le cadre de cette réforme, je vous annonce la finalisation du fichier criminel des infractions constatées
et auteurs présumés, avec l'appui de nos partenaires et son implantation dans les provinces pilotes pour un meilleur suivi de la délinquance tant au niveau pénal que statistique. S'en suivant dans les tout prochains jours, toujours avec l'appui de nos partenaires, un mécanisme de contrôle de gestion des données existantes pour ainsi dissiper tout doute sur la qualité et la quantité effective dans la police. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier, ces nouveaux partenariats tiennent compte des expériences du passé et s'inscrivent dans les dialogues et l'écoute. Comme nous essayons de le faire au niveau global, comme nous essayons de le faire au niveau régional et comme nous essayons de le faire au niveau local. Nous essayons bien sûr de construire ce partenariat en tirant parti des expériences passées, de ce qui a pu marcher ou ne pas marcher. Je vais être franc avec vous, dans ce qui a peut-être pas très bien marché dans les années précédentes, c'est un petit peu l'absence de dialogue et d'écoute et de partenariat. Et nous voulons véritablement que ce nouveau programme, monsieur le vice-premier ministre, s'inscrit dans une logique d'écoute, de dialogue et de partenariat. Quant au commissaire général de la police nationale congolaise, le général Dieudonné Amouli, c'est une joie pour lui de prendre parole en cette cérémonie. C'est pour moi un honneur et un agréable devoir de prendre la parole à l'occasion de la double cérémonie du lancement officiel du programme d'appui à la réforme de la police et de la tenue du premier comité de pilotage du dit programme qui est dans sa troisième phase. Notons que plusieurs personnalités politico-administratives et militaires ont pris part à cette cérémonie. En international, plus ou moins 920 personnes ont perdu la vie et 600 blessés. C'est les bilans de victimes du tremblement de terre survenu dans la nuit du mardi à mercredi dans la province de Paktika, également ressenti dans la province des Host en Afghanistan. L'épicentre du tremblement de terre a été enregistré à 46 km du sud-ouest de la province de Host dans l'est de l'Afghanistan, proche de la frontière de Pakistan. Suivez. Un responsable de l'Afghanistan de la gestion des crises a fait savoir ce mercredi que le nombre de personnes ayant perdu la vie lors du séisme de magnitude 5.9 est d'au moins 920. La même source a ajouté qu'au moins 600 blessés ont par ailleurs été signalés. Le tremblement de terre est survenu dans la nuit de mardi à mercredi dans la province de Paktika, également ressenti dans la province de Host. Le précédent bilan faisait état de 255 morts. L'agence américaine de recherche géologique a indiqué que le séisme a été de magnitude 5.9 sur l'échelle de Richter, corrigeant une annonce qui parlait d'une miniature de 6.1. L'épicentre du tremblement de terre a été enregistré à 46 km au sud-ouest de la province de Host, dans l'est de l'Afghanistan, proche de la frontière avec le Pakistan. Des centaines de personnes ont été enterrées sous les décombres et beaucoup craignent la mort après qu'un puissant tremblement de terre a secoué des parties de l'est de l'Afghanistan et du Pakistan voisin. Ce tremblement de terre a frappé à 1h24 du matin, selon l'agence de presse officielle des talibans. Plus de 280 personnes ont été tuées et 600 autres blessées. Les zones les plus durement touchées étaient les villages agricoles isolés de la province de Paktika dans l'est de l'Afghanistan. Les autorités ont dû envoyer des secouristes. Dans un communiqué de presse, le premier ministre pakistanais a présenté ses condoléances pour les tremblements de terre, affirmant que son pays fournirait de l'aide au peuple afghan. Rappelons que les informations restent très rares sur les tremblements de terre de magnitude 6 qui a frappé la province de Paktika, mais cela survient alors que la communauté internationale a en grande partie quitté l'Afghanistan après la prise de contrôle du pays par les talibans l'année dernière. Sport pour finir, le Daring Club Motema Pembe a crucifié le football club de la ligne maritime congolaise le mardi 21 juin dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte, en match comptant pour le quart de finale de la 57e édition de la Coupe du Congo, une victoire qui place l'équipe vert-blanc de Kinshasa en demi-finale de ces tournois. Espoir Kinonvidi pour le reportage. Attention, William Likuta dans la surface devant le portier.
Les Immaculés se sont baladés au stade des Martyrs devant la formation de football de la ligne maritime congolaise sur un score sans appel. 10 buts à 0 et le score au coup de sifflet final de la rencontre. Kati Katulonji a signé un triplé dans cette affiche à la 7e, 19e et 30e minute de jeu. William Likuta, Jonathan Ikanga, Waka, Jimmy Baindula, Piana Mozizi, Christian Sundi et Rachidi Moussinga ont participé à la série de buts. Cette victoire permet au Mité Mapembe de se qualifier à la demi-finale de cette 57e édition de la Coupe du Congo. La finale de ce tournoi se jouera le 28 juin prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est la fin de ce journal, voici le rappel de titres. Après 61 ans, le cercueil de Patrice Emery Lumumba était à Kinshasa ce mercredi 22 juin pour une escale technique. Après changement d'appareil, la dépouille, la délégation gouvernementale et la famille se sont envolés pour la province de Sankourou dans l'aéroport. Le cortège a parcouru 25 km pour se rendre à Onaloa, lieu de sa naissance. Réunion de présidents des assemblées nationales de l'Afrique par visioconférence, Christophe Mbosso-Kodia dénonce le parrainage du groupe terroriste M23 par certains pays africains. Il cite le Rwanda et l'Ouganda. J'aime le Congo, je soutiens le FRDC. Vous étiez très nombreux à nous suivre sur nos antennes. Merci infiniment pour votre fidélité et attention soutenue. Quant à moi, je vous dis au revoir.